Voilà, eh bien, nous allons commencer. Bienvenue donc à toutes et à tous à ce webinaire Red Talks de la Croix-Rouge de Belgique. Le thème aujourd'hui est demander l'asile. Comment rebondir face à un quotidien fait d'incertitudes? L'attente, la solitude, l'éloignement, le manque de perspective, ce sont peut-être des sentiments qui vous rappellent quelque chose. C'était peut-être en effet votre état d'esprit, notre état d'esprit à tous pendant la crise sanitaire du Covid-19 qui vient de tous nous impacter depuis mars 2020. Depuis plus d'un an, eh bien, souvent, nous avons été amenés à expérimenter ces sentiments plutôt inconfortables, et or, ces incertitudes, ces sentiments-là, les candidats qui sont réfugiés, qui sont réfugiés chez nous, qui sont demandeurs de protection internationale en Belgique, eh bien, ils les connaissent très bien, ces sentiments, malheureusement trop bien, on peut le dire. Durant plusieurs mois, voire plusieurs années, en effet, ils vivent au quotidien dans un centre d'accueil, c'est-à-dire qu'ils vivent un peu dans un endroit par essence un peu confiné, dans une chambre collective. Ils se forment pendant ce temps-là, ils sont parfois bénévoles, parfois ils travaillent, leurs enfants vont à l'école et tout ça dans l'attente constante d'une réponse de la Belgique à leur demande de protection internationale. La crise sanitaire, vous vous imaginez bien, a exacerbé un peu ces sentiments-là, les a encore un peu davantage isolés. Et aujourd'hui, que le déconfinement est enfin à nos portes, qu'on entrevoit la possibilité de se retrouver, de célébrer ensemble, de fêter, de recréer du lien, mais à la Croix-Rouge, nous voulons montrer qu'il est possible de favoriser le mieux vivre ensemble avec ces personnes qui vivent à nos portes, qui vivent chez nous et dont le quotidien est fait d'attentes et d'incertitudes. Et si on en profitait donc pour faire un pas l'un vers l'autre, si ce retour à la vie sociale culturelle était l'occasion de créer pour nous tous, une société plus inclusive. Et si on se rencontrait entre Belges, entre candidats demandeurs de protection internationale, mais voilà, tel est le message que la Croix-Rouge porte et c'est celui-là que nous avons mis en avant lors de la Journée mondiale des réfugiés qui vient de se dérouler justement, c'était dimanche, le 20 juin, dans notre pays. Et pour vous donner un petit exemple de ces initiatives de vivre ensemble que nous développons, eh bien, le vendredi, juste avant la Journée mondiale des réfugiés, il y a des demandeurs de protection internationale hébergés au centre d'accueil de la Croix-Rouge à Tournai, des Érythréens, des Pakistanais et des personnes issues du Salvador qui ont concocté ensemble, dans des cuisines collectives, 80 menus, entrées, plats, desserts, qui ont ensuite été distribués gratuitement et servis par eux à des bénéficiaires sociaux dans un restaurant social, l'Assiette pour tous à Tournai. Et cette rencontre a été vraiment hyper positive et a été un beau moment d'échange pour tout le monde. Donc voilà, nous allons débattre de tout cela aujourd'hui avec nos invités. Je vous les présente tout de suite. Nous avons Alain Van Outeren qui est avec nous. Il est directeur du LIS et c'est un service de santé mentale spécialisé dans l'accompagnement des personnes exilées. Avec nous également Evelyne Donnier qui est notre directrice du département accueil des demandeurs de protection internationale à la Croix-Rouge, et Jacinthe Mazzochetti, qui est anthropologue et professeure à l'Université catholique de Louvain, qui vient de publier un livre comme co-auteur qui s'appelle « Dans l'œil de la pandémie ». Et nous avons aussi avec nous en coulisses ma collègue Catherine et mon collègue Benoît qui vont nous remonter toutes les questions que vous pourriez vous poser. Donc, je vous invite à poser vraiment toutes les questions qui vous occupent sur le sujet dans l'onglet Q&R ici de ce Facebook, de ce webinaire, et aussi sur notre Facebook Live de la Croix-Rouge de Belgique. Toutes les questions qui sont posées nous seront remontées à un moment ou l'autre au fil de la discussion. Alors, on va commencer tout de suite avec notre réseau d'accueil à la Croix-Rouge. Donc, ça fait plus de 30 ans que la Croix-Rouge est mandatée par l'État fédéral pour accueillir les demandeurs d'asile en Belgique. Alors, Evelyne, est-ce que tu peux nous expliquer, nous situer un peu ce contexte de l'accueil à la Croix-Rouge de Belgique? Oui, merci, merci Nancy et bonjour à tous. Plaisir évidemment et grand intérêt d'être ici avec vous, de partager voilà, des réflexions et des informations par rapport à notre thématique de l'attente. Donc effectivement, la Croix-Rouge de Belgique, communauté francophone, dispose à ce jour, ça bouge tout le temps et beaucoup au regard des politiques, au regard de la géopolitique et au regard de l'activation et de l'ajustement constante des enjeux d'accueil. Donc actuellement, la Croix-Rouge dispose de 23 centres d'accueil qui sont répartis en Wallonie et à Bruxelles, du Hainaut à la communauté germanophone, des centres qui au total représentent près de 6500 places d'accueil,
6500 places, dont plus de 280 notamment pour des mineurs étrangers non accompagnés qui nécessitent un accompagnement tout à fait spécifique, mais aussi avec des approches spécifiques en termes de genre, pour des personnes à mobilité réduite, des centres qui ont des compositions de places extrêmement différentes. On a des centres de 70 à 700 places. Donc tout le temps régi quand même par des structures à la fois collectives, mais surtout orientées par rapport à l'accompagnement et l'accueil individuel. On en reparlera dans un second temps. Et tout cet accompagnement et ce réseau de 23 centres, avec en plus un centre spécifique par rapport à des nécessités d'accompagnement en termes de santé mentale, eh bien, sont encadrés par près de 1000 collègues, 1000 collaborateurs en centre et à la coordination pour pouvoir décliner, pour pouvoir accompagner, pour pouvoir, suivre, développer, déployer cet accompagnement qui est maintenant âgé de plus de 30 ans, riche de plein d'expériences. Voilà, ce sont des collègues qui, évidemment, travaillent de jour, de nuit, 156 collaborateurs de nuit. Ce sont des jobistes étudiants aussi pour teinter ce qui se passe dans le centre. C'est aussi des volontaires, bien entendu, un mouvement volontaire qui permet aussi de colorer et d'humaniser encore un tant soit peu ce qu'on y fait. Et donc aussi, c'est d'illustrer que cette attente est extrêmement prégnante, elle est extrêmement conséquente au niveau des centres, avec effectivement, vous voyez, des durées moyennes, mais qui dit moyenne dit évidemment valeur extrêmement conséquente, avec des gens et des familles qui vivent dans les centres pendant des années. Nous y reviendrons aussi dans un second temps. Alors, on le voit, la durée moyenne, c'est 392 jours. Ça, c'est vraiment une grosse moyenne. C'est plus d'un an. C'est quand même assez énorme. Là, je m'adresse à vous, Jacinthe Mazzochetti. Donc, vous êtes anthropologue et auteur, professeur également à l'Université catholique de Louvain. Pour les demandeurs de protection internationale, cette attente prend une dimension particulière parce que je veux dire, cette décision qui va tomber, elle va conditionner toute leur vie, tout leur futur et celui de leur famille. Donc, est-ce que dans ce contexte, comment est-ce qu'il est important vraiment d'ouvrir la fenêtre, je dirais, de donner des opportunités de rencontre, comme on essaye de le faire à la Croix-Rouge, de tisser du lien? Oui, d'abord bonjour à tous et à toutes et merci pour la question. Mais oui, bien sûr, en fait, l'attente est extrêmement difficile à vivre pour les demandeurs de protection internationale, la vie étant suspendue. Alors bien entendu, il y a l'angoisse des procédures, mais en plus, il y a le bousculement du rapport à l'espace et au temps. Donc le mouvement qui jusque-là a permis de rester vivant, donc dans le sens biologique, psychique et social, donc d'être sujet de sa propre existence, est interrompu. La trajectoire échappe. Les débrouilles et les ruses ne sont plus de grands secours. Les rêves, l'avenir, mais aussi les corps sont mis en pause. Et l'attente, c'est aussi quelque chose qui est souvent difficile à saisir pour nous, en fait, qui sommes pris dans les flux quotidiens des urgences, des agendas trop remplis, des routines, mais aussi habitués à circuler avec aisance, sûrs de nos libertés et de nos trajectoires sécurisées. Et comme vous le disiez en introduction, cette dernière année, les temps de confinement en particulier, sont venus nous confronter autrement non seulement à la question de l'attente, mais aussi à celle de l'incertitude. Pourtant, nous étions toujours des citoyens reconnus. La question des papiers ne se posait pas pour nous, bien que celle des droits, notamment à la mobilité, nous ait bousculés, interrogés, parfois pour la première fois. Mais lors des confinements, les questions du danger, de la mort, de l'arbitraire, avec leurs conséquences sociales et psychiques, étaient bien réelles. Elles devenaient tout d'un coup palpables, mais néanmoins sans aucune mesure avec les vies des demandeurs de protection internationale. Ceci dit, plutôt que de comparer, d'arbitrer, comme vous le disiez, ces vécus singuliers, ça me semble être des opportunités de sortie, en fait, des logiques de tri et de hiérarchisation des vies, et des opportunités donc de rencontre. Donc c'est une question que j'ai notamment réfléchie dans l'ouvrage que vous mentionnez, qui s'intitule Dans l'œil de la pandémie, que j'ai coécrit avec Pierre-José Florent. En fait, durant cette année, les chocs en cascade qui ont été provoqués par la Covid-19 et la gestion de la crise sont venus bouleverser nos habitudes, nos manières d'être en lien, nos ressources, nos rapports aux autres, au monde, à l'avenir. On a senti dans nos corps biologiques, sociaux, politiques, la fragilité de la vie, mais aussi combien aujourd'hui on est interreliés, interdépendants
non seulement évidemment de nos proches, mais de la planète entière. Et ces ressentis, ces vécus d'enfermement, d'isolement, d'attente aux issues indéterminées, d'incertitude, ces ressentis, ces vécus incorporés des frontières, ces astreintes à nos mobilités, à nos libertés, ces proches dont nous avons été séparés, ces morts que nous n'avons pas pu honorer, cette expérimentation aussi du tri, qui est protégée, qui ne l'est pas, cette lassitude, ces ressentis, ces vécus, me semble-t-il, nous ont rapprochés, ou pourraient nous rapprocher en tout cas, à notre insu, de ceux qu'on qualifie généralement d'autres. Les migrants, migrantes, les exilés, les demandeurs de protection internationale, les réfugiés, ceux et celles qui sont perçus et traités bien souvent comme des en dehors des États, de l'Europe, de l'humanité également. Et donc, en parallèle de toutes les violences que nous avons, nous aussi, en quelque sorte, vécues, certains jours, je me dis que ces ressentis, ces vécus, pourraient peut-être amener à réfléchir autrement, en fait, les questions d'asile et de migration sur de nouvelles bases. Ce qui me permet de terminer cette courte intervention avec la question de la rencontre que vous évoquiez. On sait combien elle est essentielle. Bien sûr, sur le plan humain, tout simplement, grandir à côté les uns des autres, apprendre, partager, mais aussi sur le plan des représentations sociales. Parce que se rencontrer met d'emblée au travail les idées reçues. Donc tout le monde en sort gagnant. Et voilà, cette année singulière dont nous sortons à peine, on est encore bien englué dedans, ces vécus pourraient peut-être à l'avenir être un socle à partir duquel faire rencontre autrement. Il y a peut-être là une opportunité en fait à saisir. Voilà en quelques mots. Merci pour votre intervention. Avant de donner la parole à Alain Van Outeren, je voudrais voir si on a des questions. Peut-être Catherine et Benoît, si vous m'entendez, vous avez des questions et on peut peut-être passer au slide suivant aussi. Oui, il y avait une question plutôt en termes de terminologie, et c'est bien que ça arrive assez au début, comme ça on a l'occasion de clarifier. Qu'en est-il de la différence entre le statut de réfugié et de protection subsidiaire? Evelyne, peut-être? Alors, comme on l'indique, la protection subsidiaire est subsidiaire au statut, à l'analyse du statut de réfugié. Donc, par rapport à la question du statut de réfugié, donc c'est effectivement suite à l'analyse de la demande de protection internationale que les instances, s'ils estiment au cas par cas, selon une analyse de la situation de la personne et de ce qu'elle explique, de son vécu, recoupé avec des informations, va obtenir éventuellement la question du statut de protection par rapport à son histoire, par rapport à la question de la protection subsidiaire qui est donc analysée subsidiairement au premier statut. Là, on vise plutôt des situations, alors bien sûr vécues par les personnes personnellement, mais aussi dans des mécanismes, on va dire, plus généraux, plus globaux, par rapport, par exemple, à des zones de conflit vers lesquelles il y a, par exemple, des bombardements qui vont potentiellement occasionner, évidemment, des conséquences dramatiques par rapport aux personnes, mais qui ne vont pas spécialement, par exemple, viser telle ou telle personne dans leur histoire, enfin, je dirais, telle que définie par rapport à la Convention de Genève, par rapport à un certain nombre de critères qu'on sait par rapport à leur parcours et par rapport aux opinions, etc. Donc voilà, ce sont deux mécanismes complémentaires, mais qui ont aussi, desquels découlent aussi un certain nombre de droits qui, vous savez, continuent à faire l'objet d'une nécessaire vigilance constante en la matière, parce que là aussi, les enjeux politiques jouent à de multiples égards. Donc voilà, des mécanismes complémentaires et extrêmement techniques. Merci pour ces précisions. Il y a encore juste une petite question très pratico-pratique au niveau de savoir où sera disponible l'enregistrement du webinaire. On le retrouvera, on va donner le lien dans le slide tout à la fin, donc on va donner le lien pour retrouver en effet l'enregistrement du webinaire. Et ça se retrouvera sur notre réseau et sur la page, sur le site croix-rouge.be, il n'y a pas de problème. Donc, j'en viens à la question suivante. Je m'adresse à vous, Alain Van Outeren. Donc, vous êtes, je rappelle, vous êtes directeur du LIS, service de santé mentale spécialisé dans l'accompagnement des personnes exilées, justement. On parlait de l'attente, de ce qu'on mettait en place pour aider dans nos centres, pour faire en sorte que cette attente soit moins longue, des initiatives envers les riverains, envers les personnes qui sont dans nos centres. Comment gérer ces émotions? Quel est l'impact sur la santé mentale et physique?
Vous parlez d'un concept assez particulier qu'on appelle les deuils de la migration. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par là? Alors, bonjour d'abord et merci pour l'invitation. Les deuils de la migration, ben, oui, ça c'est un concept assez général qui concerne quelque part peut-être l'ensemble des personnes qui sont obligées à quitter leur pays. Maintenant, je pense que dans le contexte précis des centres d'accueil et des demandes de protection, il y a peut-être plus que… Enfin, le deuil de la protection concerne l'ensemble des personnes qui sont forcées ou contraintes à quitter un pays, restent éventuellement inquiets ou n'ont plus le lien qu'ils souhaiteraient, n'ont plus le statut social, n'ont plus la langue, n'ont plus les repères. Donc, c'est quelque chose qui peut être très général. Il y a encore des spécificités en plus pour le demandeur d'asile ou de protection qui non seulement va être confronté à ce deuil de la migration, mais aussi au temps de l'attente de la procédure que vous connaissez bien ou que les personnes qui travaillent en centre d'accueil connaissent bien. Vous avez parlé de 392 jours en moyenne en centre. Imaginez-vous le temps que c'est énorme, c'est plus d'un an, souvent après des voyages qui ont duré des mois, parfois des années. Et avant d'être en centre, il y a parfois des temps qui sont à la rue ou dans l'attente même. Et après le centre, il y a encore le passage par une structure intermédiaire avant éventuellement de trouver un chez-soi. Ça met des années en moyenne pour des personnes, des mineurs, des familles, avant de se retrouver devant un espace qu'on peut identifier comme étant le sien. Et donc ça, effectivement, c'est pas anodin pour la santé mentale des personnes. Je reviendrai une petite minute sur ce qu'a dit Jacinthe Mazzochetti dans sa partie, et notamment sur le lien qui est fait entre la situation de ces demandeurs de protection et la situation de confinement qu'on a vécue. Elle a déjà été invoquée également par Nancy préalablement. Et simplement pour vous donner une petite anecdote, il y a plusieurs de mes patients qui m'ont dit l'an dernier, quand je les ai vus, parce qu'on est resté ouvert, nous, ici, pour les recevoir, mais comme ça, vous savez un peu ce que c'est maintenant, d'être seul, de ne pas pouvoir vous voir, de ne pas pouvoir vous toucher, de ne pas pouvoir avoir de lien, de ne pas pouvoir traverser les frontières, d'être dans l'incertitude sur ce que sera demain. Donc, il y a quelque chose qui était très, très prégnant pour eux dans le fait qu'on était un peu plus sur un pied d'égalité. Et encore, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour eux, en tant que demandeurs de protection ou personnes dans des situations irrégulières, puisqu'on reçoit aussi les sans-papiers ici, c'était bien pire ce qu'ils avaient à vivre. C'était encore sans comparaison. Et je voulais aussi noter au passage, parce que c'est intéressant, que dans le travail qu'on a eu avec ces personnes, c'était impressionnant de voir à quel point pour eux, le respect des règles sanitaires, c'était essentiel, c'était vital. Nous, on pouvait être un petit peu regardant, vacciné ou pas. Bon, mais nous, pour eux, c'était essentiel. Donc, il y avait vraiment quelque chose qui était vraiment vital. Et on a eu le plaisir de savoir que parmi nos patients, il n'y a pas eu de victime en principe du Covid. Je reviens un petit peu sur cette question de l'attente avec vous pour montrer sur quoi est-ce que ça peut jouer. Ben, l'attente, c'est d'abord tout un temps de vide, de no man's land, un temps d'entre-deux, comme on l'a dit, de semi-confinement. On ne sait plus exactement qui on est, quelle place on aura et si on va pouvoir retrouver quoi que ce soit de ce qu'on avait auparavant. C'est donc un temps d'incertitude et d'angoisse aussi parce que la procédure, comme vous l'avez dit, elle va déterminer quelque chose de vital pour soi et pour les siens. C'est un temps qui est long et donc dans ce moment-là, les gens ils commencent à ruminer. Ils commencent à penser, ils commencent à avoir des idées noires, ils passent l'essentiel de leur temps à penser. C'est ce que beaucoup de gens nous disent. Comment ça va? Qu'est-ce que vous avez à nous dire on leur demande quand ils viennent en séance de thérapie? Rien. Il n'y a rien, on passe la journée à penser entre quatre murs et ces pensées, elles nous poursuivent, elles nous obsèdent. C'est elles qui sont quelque part le moteur de notre souffrance plus que tout ce qu'on a vécu. Et puis là-dessus vient évidemment se greffer le temps du souvenir, le temps aussi où on se rappelle de choses qui ont pu pour certains être excessivement dures, difficiles, puisque quand on vient demander la protection, pour la majorité, quand même, c'est pas pour rien. Et ils ont vécu des choses souvent terribles dans leur pays d'origine. Les gens qui viennent dans une structure de santé mentale, c'est aussi les gens qui présentent le plus de symptômes, de signes de souffrance. Donc, il faut s'imaginer aussi ce temps long, des cauchemars, le nombre de personnes qui nous disent le temps passé à rien faire, ça fait qu'on dort encore moins bien. Si au moins
on avait une occupation, alors si j'étais occupé toute la journée, je dormirais, je serais fatigué. Et donc, c'est ce que vous disiez tout à l'heure aussi, d'un point de vue de santé mentale, être occupé, c'est essentiel pour eux. Rester sans rien faire, c'est encore un temps plus long. Alors, je voulais aussi insister sur le fait, et je terminerai par là, sur deux petits éléments. Ces temps longs, ces temps collectifs, c'est aussi des temps où se partagent toute une série de rumeurs, toute une série de pseudo-vérités, de partage d'informations ou de fausses informations sur ce qu'est la Belgique, ce qu'est la procédure, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire. Tout ça, c'est aussi un impact important sur l'identité des personnes, voire aussi sur l'avenir de leur procédure de reconnaissance, puisque, vous le savez, on va leur demander un peu de témoigner de ce qui leur est arrivé pour voir s'ils ont effectivement droit à la protection. Et enfin, je terminerai par là, pour les personnes qui présentent les troubles les plus importants, et notamment ce qu'on appelle des troubles post-traumatiques, des troubles donc liés à des événements graves qu'ils ont vécus. Donc, pour ceux qui se rappellent ce qui s'est passé en Belgique, notamment il y a 5 ans autour des attentats, on voit comment est-ce que dans une population globale, on peut être traumatisé par quelque chose même qu'on a vécu de près ou de loin. Il faut se représenter que pour ces personnes qui viennent dans les centres d'accueil, ils ont souvent vécu des choses qui sont sans commune mesure en termes de répétition, en termes de nombre et en termes de proximité avec un attentat comme celui-là. Je ne veux pas faire de mesure dans l'horreur, mais on peut se représenter que souvent ça a été bien pire, et donc ils doivent vivre avec tout ça. Et donc ce qu'on repère quand ces gens ont eu ce type de difficultés et de troubles, c'est qu'ils ont des problèmes pour se souvenir, et que plus le temps passe, plus c'est difficile de se souvenir. Or, comme la procédure d'asile demande qu'on se souvienne bien, justement, ça pose question, ce temps de l'attente aussi. Et donc, de là, l'intérêt qu'on puisse les voir et proposer un accompagnement psychologique pour un peu traiter ces questions de ces souvenirs et de ces difficultés qu'ils ressentent. Voilà. Merci pour votre intervention, c'est très intéressant. Je pense que nous avons plusieurs questions qui nous arrivent. Je cède la parole à Catherine. Oui, il y a une question ici. Comment se positionne la Croix-Rouge par rapport à cette durée moyenne de plus d'1 an de procédure et d'attente? Donc, s'implique-t-elle pour sensibiliser le législateur afin qu'il prenne des initiatives visant à réduire cette durée? C'est une bonne question qui s'adresse à nouveau à Evelyne, je pense. Je pense qu'en termes de Croix-Rouge, voilà, je vais effectivement répondre. Alors depuis des années, évidemment, puisque depuis 30 ans, on a vu, vécu, subi l'évolution du domaine, et clairement la durée, l'attente et l'impact effectivement sur la capacité de mobilisation des gens. Alain Van Doeteren a extrêmement bien expliqué. On a vu, il y a des phases de sidération, d'attente, d'observation, et puis de mise en mouvement. Puis le temps marque aussi par notamment la procédure, les décisions, et donc parfois des coups d'arrêt. Et donc ces longueurs de procédure marquent extrêmement fort la situation des gens, qu'ils soient en famille, qu'ils soient isolés. Et donc c'est effectivement dans ce cadre-là, vu l'impact et vu le fait que ce sont des structures collectives qui ne sont pas faites pour vivre en long terme, il y a des plus-values dans un premier temps pour pouvoir donner et accompagner des informations, j'y reviendrai, mais ce n'est pas des structures qui sont faites pour y vivre de manière classique, normale, ajustée, à long terme. Et donc on a alimenté, on est intervenu historiquement au niveau de la loi accueil qui a été revue 2017-2012, enfin voilà, qui a subi des évolutions dans la pratique pour favoriser et encourager un modèle d'accueil en étapes. Donc normalement, une première étape dans des structures collectives pour après, une fois un certain délai qui était évalué à 6 mois, pouvoir passer vers un autre type de structure beaucoup plus privative et beaucoup plus proche, je dirais, de modalités évidentes de vie pour tout un chacun avec de l'autonomie. Ce modèle n'a jamais vraiment tenu pour des raisons de saturation, pour des raisons d'adaptation, pour des raisons aussi, derrière ça aussi, ce sont des enjeux, on se doute évidemment, politiques. Le politique est dans tout et partout.
Et donc, ce modèle, effectivement, il en reste des parties, puisque les personnes qui obtiennent un statut ou des personnes qui ont, je dirais, sont de nationalité pour lequel il y a vraisemblablement des hauts taux de reconnaissance qui sont associés, et là encore aussi, ça change au gré du temps et de l'état du réseau, vont faire que des personnes vont partir vers ces structures plus privatives qui sont la plupart du temps complètement saturées. Mais donc, pour pouvoir boucler sur la réponse, on reste évidemment en tant qu'agent de protection, puisque c'est effectivement en termes de protection internationale dans le sens légal, mais aussi comme essence même du mouvement Croix-Rouge, qui est un mouvement qui se veut de protection par rapport aux personnes les plus vulnérables, que c'est aussi un travail de coulisses, un travail constant de dialogue avec les autorités pour pouvoir faire face à ces questions de longueur. Que ce soit avec la question des instances, que ce soit bien sûr avec l'agence fédérale, pour pouvoir aussi tant envisager des pistes de manière globale par rapport à la question réseau, organisation réseau, mais aussi spécifique par rapport à des situations individuelles, puisque c'est aussi, je rappelle, vraiment une somme d'individus dans des collectivités et un système, mais c'est d'abord des histoires d'hommes, de femmes et d'enfants qu'il est important de souligner. Donc, ça reste évidemment dans des enjeux constants en termes de diplomatie humanitaire pour la Croix-Rouge de Belgique. Non, sans doute, c'est pas évident. On voit justement à l'écran ici l'extrait d'un documentaire sonore qu'on a réalisé. Ce sont une série de podcasts qu'on peut retrouver aussi sur notre site. Ça s'appelle L'Attente. Et là, on voit justement le témoignage d'un résident qui dit habiter avec les autres, ça stresse, attendre, ça stresse. Tu ne peux pas habiter comme les gens normaux. C'est un peu tout ce qu'on vient de dire. Tu dois attendre une décision qui va changer ta vie en bien ou fermer la porte. Evelyne, justement, je reste avec toi là 2 minutes pour expliquer juste que ce qu'on peut faire, ce qu'on fait nous à la Croix-Rouge pour justement essayer de rendre cette attente un peu plus supportable. Et je parle du bénévolat, des bénévoles qui viennent aussi dans nos centres d'accueil pour inaugurer des activités, initier des activités, des cours de français, etc. Il y a aussi tout ce qu'on appelle les initiatives de quartier pour tisser le lien avec l'environnement direct du centre. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ce qui se met en place chez nous? Avec évidemment intérêt. Donc effectivement, cette attente s'illustre dans les centres de mille manières. Hein. On l'a dit de plusieurs manières. De manière très, très concrète, hein, c'est la file au repas, c'est les inscriptions pour les services, c'est ce temps suspendu où il est difficile de se projeter, d'attendre des nouvelles, des courriers qu'on attend. Je pense aussi c'est les enfants, hein, les enfants qui sont nés dans les centres, qui apprennent à marcher dans les centres. Je pense à la petite Safia, la fille de Madame, par exemple, Ouma, qui est arrivée dans le centre en 2017 et cette petite est née, a grandi dans le centre. C'est cette inquiétude hein, d'attendre des nouvelles de la famille au pays ou sur la famille parfois en route aussi, dont on n'a pas du tout de nouvelles et qui inquiète. Et c'est toujours ces étapes de procédure, le verdict qui va tomber et cette crainte et cette peur de se dire « et si c'est négatif ?» je ne peux pas rentrer, qu'est-ce que je vais faire? C'est vraiment très, très constant. Et donc, nous, évidemment, dans le cadre du mandat qui nous est confié par l'État fédéral depuis 30 ans, et notamment à travers la loi accueil hein, qui définit les principaux aspects de cet accompagnement et du suivi, qu'il soit le suivi, bien sûr, médical, il est aussi un suivi psychologique, hein, de pouvoir orienter, de pouvoir aiguiller les personnes qui ont besoin, hein, comme des organismes, comme vers Ulysse, pour pouvoir accompagner avec une compréhension le plus possible de la situation et de la question de l'exil. C'est aussi, comme tu l'as très justement mentionné, Nancy, la question des formations et de pouvoir permettre, en tout cas, le but, c'est vraiment d'encourager et d'être attentif à faire en sorte que les personnes puissent rester le maximum acteurs, de pouvoir faire en sorte qu'ils puissent rester acteurs et actrices malgré cette attente-là. Et donc, depuis un certain nombre d'années, depuis 2014, on a mis en place avec les équipes un projet par rapport justement à cette incertitude, par rapport au stress, par rapport à toutes ces contraintes, par rapport à toutes ces inconnues aussi de comment se passe la vie ici, de tout ce qu'on y entend et de quels sont aussi les codes et les éléments dont il faut tenir compte pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse aussi
alimenter sa perception, alimenter sa capacité de liberté et d'autonomie. Alors, liberté, on est bien d'accord, somme toute relative, puisque contraint de par la situation administrative, de la part de la vie en centre, de la part de cette difficulté de se projeter, de mettre des choses en place, notamment à travers l'accompagnement individuel. Donc, ce sont plus de 420 personnes dans nos centres qui vont accompagner dans le quotidien chaque personne. Donc, chaque résident va avoir une personne qui va se mettre à côté de lui et qui va l'accompagner pour pouvoir lui donner un maximum d'informations et d'éléments de connaissances sur ses droits, sur les modalités de fonctionnement de la société, de la vie en centre, de comment ça se passe d'une manière globale, pour pouvoir rester acteur le plus possible autour essentiellement de 4 axes de travail. C'est se poser et se sécuriser, se former, s'informer, se créer un réseau et se projeter. Donc, faire en sorte que la personne reste en mouvement. C'est pour nous favoriser la compréhension pour justement que la personne puisse poser ses choix de la meilleure façon qui lui convienne. C'est veiller à son bien-être général, c'est quelque part réhumaniser. C'est faire en sorte que ce lien humain puisse être un socle important. Et comme dit l'un de nos collègues accompagnateurs, c'est d'être en contact aussi avec les oubliés, avec les plus discrets de nos résidents, pour toujours déceler les besoins. Et les besoins sont effectivement des besoins liés à des formations, alors des formations tout azimut qui sont, je dirais aussi, prévues par la loi, des formations telles qu'organisées. On a une quinzaine de formateurs en plusieurs langues, qui parlent plusieurs langues pour justement permettre de faire des passerelles, que ce soit des formations en langue, que ce soit des formations aussi au code, aux repères de nos sociétés, pour pouvoir, comme disait Alain aussi, couper ou en tout cas relativiser parfois certaines rumeurs ou conceptions ou représentations des choses, pouvoir déposer les choses, pouvoir les travailler ensemble, et ce notamment avec l'implication aussi de volontaires. C'est penser emploi, projection d'emploi, pouvoir avoir accès aussi à la promotion sociale, pouvoir aussi donner des moyens, parce que ce n'est pas le tout d'organiser des formations, mais c'est aussi de donner des moyens pour, par exemple, aux papas, aux mamans, de confier leur enfant pour pouvoir avoir un temps disponible quand on a des petits-enfants, pour pouvoir aller se former, pour pouvoir aller s'informer, pour pouvoir aller faire des courses, pour pouvoir aussi se poser dans le mieux-être. Le mieux-être est extrêmement important et ça, c'est une des lignes de force aussi de l'accompagnement individuel, alimenté aussi par un centre. On a, je vous disais, un centre spécialisé en santé mentale qui va effectivement héberger, accompagner des personnes qui ont un certain type de besoin d'accompagnement au quotidien, mais qui va aussi accompagner, et notamment à travers les équipes, la résilience. Va stimuler cette résilience, aussi à travers, on l'a dit, l'implication dans des activités sportives, des activités socioculturelles, ouvrir à titre collectif, mais surtout aussi individuel, la rencontre, la compréhension, la découverte, pour rester encore une fois en mouvement. C'est participer aussi à être aussi un acteur local, un acteur citoyen local. Tu as cité l'expérience de tournée, mais il y en a tout plein aussi, où à travers le comité des parents, le comité des fêtes, on peut rester aussi au-delà d'un statut administratif, une personne avec des choses à dire et des choses à faire, comme le fait d'être volontaire. Et justement, aussi... Evelyne, si je peux t'interrompre, il y avait une question qui venait de nous être posée sur le volontariat. Est-ce que les demandeurs d'asile peuvent devenir bénévoles à la Croix-Rouge, justement, faire des formations premiers secours, des choses comme ça, par exemple? Et justement, là, on voit bien sûr qu'ils le peuvent, bien sûr qu'on favorise cette interaction avec notre réseau Croix-Rouge. Et on voit d'ailleurs le témoignage ici d'un volontaire qui dit, grâce à ce volontariat, je veux faire des choses, je veux sortir de là, je veux avoir des contacts. Et il insiste bien sur le je veux, et je veux aider les autres aussi. Et puis la chose la plus importante pour trouver un emploi, c'est des contacts, et ainsi se positionne déjà dans un futur qu'il envisage. Et voilà, on l'a qualifié de serial volontaire tellement il multiplie les volontariats pour justement essayer de créer du contact et de s'orienter vers le futur. Est-ce que c'est important
pose la question peut-être à Jacinthe Mazzucati, c'est est-ce que c'est important justement de se projeter comme ça vers le futur? Est-ce que c'est un peu une réaction à ce témoignage-là qu'on peut voir de ce volontaire et c'est peut-être en lien avec les notions d'inclusion sociale sur laquelle vous avez beaucoup travaillé, je pense. Oui, mais évidemment, c'est fondamental. Et beaucoup de choses sont dites en fait dans ce témoignage. L'importance d'être en mouvement, de se sentir utile, mais aussi de penser l'après, et donc de sortir de la situation de liminalité qu'elle attend, dont on a déjà beaucoup parlé, et donc de reprendre prise sur sa vie quand c'est possible, évidemment. Hein, quand les personnes ne sont pas trop atteintes par les violences subies et par toutes les questions plutôt du côté de la santé, qu'elles soient physiques ou mentales par ailleurs. Et on sait combien, en plus, il est difficile en fait de trouver place dans notre société, qui est une société qui est à la fois discriminante, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais sur les questions d'emploi, de logement, etc. Donc, même au bout de la procédure, même si la procédure se termine bien, eh bien, on n'est pas au bout du chemin. Et donc, c'est une société voilà, discriminante, qui est souvent inconnue dans ses codes, qui est culturellement différente. Et donc, évidemment, les réseaux, les soutiens, c'est fondamental. L'apprentissage des codes, c'est fondamental. Et de nouveau, hein, si on regarde de l'autre côté, ben, le travail sur les stéréotypes est fondamental parce que ça permet aussi aux personnes de se déployer. Et donc, quand les personnes voilà, ont l'occasion aussi d'être pris dans toute une série d'activités, etc., il se passe quelque chose pour elles, mais il se passe aussi quelque chose pour les autres personnes avec lesquelles elles sont en lien. Et donc, c'est toute la question de l'accueil, évidemment, ici qui se pose, qui est une question avant tout politique. Et ça, le changement, il doit être copartagé. Et c'est une des choses les plus difficiles parce que les représentations, c'est ce qui est les stéréotypes, c'est ce qui est en partie inconscient, c'est solidement ancré. Et donc, ce travail-là, il est fondamental et à terme, il a une incidence sur les pratiques. Et donc, quand on ouvre vers notamment le volontariat ou toutes sortes de moments, d'actions, etc., qui permettent en fait le croisement, c'est évidemment bénéfique pour la personne en demande de protection internationale si elle souhaite évidemment s'investir dans ce genre de dynamique, mais c'est aussi bénéfique pour l'ensemble de la société, puisque les questions, en fait, les enjeux, ils sont structurels. Et derrière ces questions et ces enjeux structurels, eh bien, il y a quand même des marges de manœuvre par le bas, on pourrait dire, notamment dans ces soutiens divers, ces échanges, ces liens qui viennent confronter les présupposés et donc ouvrir des possibles. Mais sans oublier jamais combien les procédures pèsent, mais aussi combien les parcours sont en partie conditionnés par ces procédures, qui sont elles-mêmes le résultat d'orientations politiques qui sont à la fois nationales et internationales. Donc c'est un tout. Mais néanmoins, il y a des petites fenêtres qui sont là, qui sont ouvertes et qui sont importantes. Et je voudrais aussi, en une minute, me permettre de répondre à une des questions qui était posée dans le chat sur l'incertitude de nouveau et qui revenait sur ce que je disais tout à l'heure, sur le lien potentiel entre ce que nous avons vécu pendant cette dernière année et puis peut-être une transformation de nos regards et donc de nouveau quelque chose qui vient faire rencontre. Alors évidemment, ce n'est pas du tout une position naïve de ma part et donc je ne pense pas du tout que ça se fasse de soi. Hein, ce n'est pas parce que tout d'un coup on vit des choses plus ou moins difficiles qui par ailleurs restent très différentes de ce que les demandeurs de protection internationale vivent et ont vécu, mais que tout d'un coup il y a un déclic. Par contre, il me semble que ça peut être un levier. Et donc il n'y a pas d'évidence, mais il y a potentiellement un levier, notamment autour de la mort. Et c'est quelque chose que moi je fais depuis maintenant 6 mois de manière assez intense, où je prends beaucoup la parole sur ces questions-là, et je pars à chaque fois de mon propre vécu, c'est-à-dire qu'en début de confinement, j'ai perdu ma grand-mère, et évidemment c'était le début de confinement, donc pas de vue du corps, pas d'enterrement, pas de rien, et je ne parle pas de ça pour parler de moi ou pour comparer quoi que ce soit, simplement pour partir de quelque chose d'intime qui va résonner chez beaucoup de personnes et qui me permet de basculer vers la question du naufrage sur laquelle je travaille depuis très longtemps maintenant, et donc de ces oubliés jusque dans la mort, et d'ouvrir alors peut-être quelque chose à partir de là, mais évidemment sans
sans naïveté et voilà, ça reste quelque chose d'extrêmement compliqué. Voilà, merci. Merci pour votre intervention. On en arrive à la dernière partie de ce webinaire et 2020, en effet, a été une année très particulière où la notion d'attente a pris un sens vraiment particulier pour tout le monde et la pandémie a touché de plein fouet des personnes déjà vulnérables. Dans nos centres d'accueil, dont certains venaient à peine d'ouvrir, comme le centre danse par exemple, ça a été un vrai challenge, cette vie en collectivité. Pourtant, on l'a vu au fil du temps, depuis plus d'1 an maintenant, il y a eu très peu de cas finalement de maladies dans nos centres par rapport à la population globale, par rapport à la promiscuité des gens, par rapport à la difficulté de mettre en place, comme on l'a fait peut-être à la maison ou dans un immeuble de bureau, des règles sanitaires, etc. Donc, ça a été une période particulière à vivre dans nos centres. Evelyne, tu le disais, on a 1000 collaborateurs, on a des milliers de personnes de différentes nationalités qui se côtoient tous les jours, qui ont été parfois confinées dans le confinement, je dirais, qui ont dû prendre leur repas dans la chambre parfois, au lieu d'aller dans des barquettes repas en individuel, au lieu d'aller au réfectoire, etc. Comment on a géré cette situation particulière? Et je le disais finalement, avec peu de cas de maladie, encore moins de décès. Donc, ça s'est relativement bien passé finalement dans nos centres. Et comment expliquer cela alors que c'était très difficile déjà pour ces personnes en temps normal? Peut-être Evelyne et puis Alain Van Outeren sur cette façon de vivre dans ces centres d'accueil, comme vous avez sûrement beaucoup côtoyé aussi des demandeurs d'asile aussi avec des souffrances mentales, peut-être Evelyne et puis Alain Van Outeren. Alors, je dirais que les réponses ont été multiples, évidemment. C'est une somme de mesures et une somme d'actions qui ont été menées et surtout d'adaptation parce que le système a bougé tout le temps et constamment dans tous les aspects. Et donc, ça a imposé un rythme effréné au sein des équipes dans l'information, dans les moyens à mettre en œuvre, mais c'est surtout l'implication et le répondant des résidents. C'est là aussi, et ça a été possible aussi par la relation établie, par le contact établi et certainement, comme je le disais, aussi dans ces liens individuels qui ont eu lieu, en expliquant, en sensibilisant, en informant constamment les tenants et les aboutissants. Alors certes, comme on l'a été nous tous dans nos maisons, mais encore plus spécifiquement par rapport à la vie des centres. Et donc on a multiplié les manières de communiquer en ajustant constamment à travers les langues, à travers des affiches, à travers des supports, un certain nombre de choses, mais surtout aussi par la prise de conscience et l'implication des résidents qui ont embarqué et qui ont emboîté le pas du système en tant que tel. Alors, il y a parfois eu des modalités encore plus complexes puisque au-delà des mesures liées effectivement aux gestes barrières et à cette répétition constante avec un public parfois jeune, voire très jeune. Je vous disais notamment les MENA, mineurs étrangers non accompagnés, qui ont parfois du mal en tant qu'ados aussi à ne pas être en groupe parce que forcément, ils vivent en plus tout le temps en groupe. On est en collectivité, donc c'est vraiment des messages extrêmement paradoxaux. Mais on a eu aussi des situations de mise en situation qu'on va appeler les lockdowns, donc des moments où, quand on avait un certain nombre de cas positifs, souvent suite à du testing, très peu vraiment par rapport à des symptômes, il y avait des personnes qui étaient mises en isolement et quand le nombre, avec des systèmes de clusters, je ne vais pas rentrer dans les détails, s'enclenchait, on avait des moments où le centre restait fermé, c'est-à-dire qu'on ne pouvait plus avoir de circulation vers l'extérieur. Et là aussi, on a vu une montée en tension autre parce qu'aussi des réminiscences de ce que des personnes avaient vécu, avaient subi, avaient connu en tant que tel, de se sentir coincés, de se sentir bloqués et de se sentir inquiétés pour leur santé, pour eux et pour leurs proches, au-delà de la collectivité. Et donc là, ça a été des moments compliqués, des moments difficiles pour les résidents, avec des échéances qui sont par définition inconnues. Et donc là, encore une fois, c'est un travail
constant d'information, de précision et d'adaptation continue, notamment par les équipes et la finesse de la connaissance des équipes à pouvoir justement au maximum donner des informations. Et puis de nous aussi, de manière générale au niveau du mouvement Croix-Rouge et de la coordination et du département, pouvoir dès que possible revenir avec aussi des solutions et des pistes pour pouvoir, par exemple, avec du Wi-Fi généralisé, par exemple, avec des possibilités de modules de formation en visio, en virtuel, faire en sorte de trouver des alternatives à la situation. Et ça a été une réactivité constante. Mais ça a été extrêmement compliqué et fatigant, usant pour tout un chacun, vraiment. Alain Van Outeren, je rappelle, vous êtes directeur du LIS, un service de santé mentale spécialisé dans l'accompagnement des personnes exilées. Est-ce que, justement, vous avez constaté cet effet vous avez accompagné ce processus de résilience durant cette période particulière qu'on a vécue et peut-être qu'il y aura d'autres confinements, mais est-ce que c'est quelque chose que les personnes ont réussi à surmonter, faisant preuve de résilience? Je sais, ouais, je suis toujours muet. Ouais. Non, je sais pas si le mot résilience est celui que j'utiliserais. Je pense que les gens, pour beaucoup, ont cherché des solutions individuelles ou collectives. Et ce que j'entends de la part d'Evelyne Donnier et ce que disait aussi Jacinthe Mazzochetti, ce qui me semble essentiel, c'est voir comment est-ce qu'on peut à la fois être réactif, inventif dans des situations comme celle-là pour maintenir du lien. L'essentiel de ce que j'ai entendu, c'est vraiment du côté du lien et c'est là que quelque chose doit pouvoir être créé ou maintenu. Et je dirais qu'en tant que tel, ça peut sembler bateau et banal de dire dans un centre d'accueil, les gens ils sont ensemble, donc ils ont du lien. Mais vous savez bien que c'est faux. Le centre d'accueil en tant que tel, avec l'ensemble des contraintes qui sont posées dans le cadre de la procédure, ce n'est pas en soi un environnement pour avoir des bons liens. Il faut en plus que du côté des acteurs, du côté humain, on invente, on soit inventif, créatif pour faire en sorte que des bonnes possibilités de rencontre puissent se faire là. Et donc là, c'est ce que j'entends qui s'est passé. Il faut aussi se rendre compte, et vous l'avez dit, et moi, c'est ce qui m'a interpellé aussi par rapport à cette année, qu'on a quand même des publics qui nous étonnent, que ce soit ceux qui viennent nous voir ou ceux qui sont dans les centres. Moi, je suis quand même assez abasourdi de voir comment est-ce qu'ils ont pu supporter tout ça. On se pose déjà la question parfois avec nos ados, avec nos enfants, avec les gens qu'on a croisés, comment est-ce qu'eux ont pu supporter, comment est-ce que nous pouvons supporter, mais dans les conditions que vous décrivez et qu'on sait qu'ont été les conditions d'isolement parfois ou d'absolue impossibilité d'avoir des contacts directs, réels des résidents ou des personnes qui sont encore plus isolées parfois. C'est impressionnant l'inventivité qu'ils ont pu trouver et les ressources. Et donc là, je pense qu'effectivement, comme Jacinthe et Evelyne l'ont dit, ça doit nous servir de leçon aussi pour inventer encore des nouveaux cadres et de nouveaux espaces. Je voulais encore terminer aussi sur quelque chose qui me semble essentiel. Vous l'avez souligné, c'est l'importance de la rencontre. En tant que telle, la rencontre, comme je l'ai déjà dit par rapport au centre, c'est pas toujours bon une rencontre avec quelqu'un. Il y a des rencontres qui sont pas bonnes, il y a des rencontres qui traumatisent, il y a des rencontres qui ont des effets néfastes, il y a des gens qu'on ne doit pas rencontrer, il y a des conditions dans lesquelles c'est pas bon de rencontrer. C'est à nous aussi de rendre possible des espaces où les rencontres puissent se faire dans les meilleures conditions possibles. Et je vous ferai référence à cet exemple que nous a donné depuis 2015 la plateforme citoyenne, qui est aussi un autre espace de rencontre tel qu'il s'est fait. Je ne doute pas qu'il y a eu des situations qui ont été difficiles, délicates, voire des rencontres ratées, mais il y a eu quand même quelque chose du côté d'un désir de rencontre interhumaine qui fait que globalement, ça a fonctionné et que je suis sûr que l'écrasante majorité des gens qui se sont rencontrés, qui ont été au-delà de leur représentation et des stéréotypes, en sont sortis grandis et avec une autre vision de l'autre. Et c'est ce qu'il faut aussi qu'on puisse déployer dans nos collectivités, c'est ces dimensions où on peut se rencontrer et avoir une perception de l'autre où il nous surprend, où il
comment dire, il ne colle pas aux stéréotypes qu'on s'était fait lui auparavant. Quand vous rencontrez quelqu'un, que ce soit dans un centre ou dans la rue ou ailleurs, et que la suite de cette rencontre, c'est bien ce que je pensais, il est comme je croyais, la rencontre est ratée. Donc là, elle est... Ah, nous ne vous entendons plus. Voilà, nous avons perdu Alain Van Oeteren. Je pense qu'il nous le son, l'image est encore là, mais plus le son. Mais je vous remercie pour votre participation. Nous avons eu beaucoup de questions. Voilà, pardon, Ah, j'arrête. voilà, ouais, vous revoilà. Voilà, je vous remercie en tout cas pour votre intervention judicieuse et nous arrivons tout doucement au terme de ce webinaire. Merci pour votre participation à toutes et à tous. Voilà, on parlait de rencontres, on parlait d'attentes, mais on parlait aussi de rencontres et donc je vous invite vraiment à vous renseigner si vous avez, Evelyne l'a dit, il y a 23 centres d'accueil de la Croix-Rouge, donc il y en a probablement un pas très loin de votre domicile, puis ils sont du Hainaut jusque la communauté germanophone. Donc, je vous invite peut-être à aller vers ces moments de rencontre que nous favorisons vraiment à la Croix-Rouge avec les demandeurs de protection internationale. Et écouter un demandeur de protection internationale raconter son vécu, c'est tout autre chose. Et si c'est lui qui vous parle, récemment, il y a eu des initiatives à Othon, à Arlon, un peu partout dans nos centres pour aller à la rencontre des riverains, faire goûter des spécialités de leur pays, etc. Donc, je vous invite vraiment à continuer à vous informer sur le sujet avec notre page spéciale Accueil Migration sur le site de la Croix-Rouge. Et si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser à l'adresse redtalks@croix-rouge.be. On y reviendra bien sûr. Catherine, peut-être tu as une petite question encore à remonter de personnes qui nous regardent pour terminer ou... Il y avait une question de Sandrine qui était en attente par rapport à l'accompagnement psychologique, de voir s'il y avait un accompagnement psychologique prévu dans les centres d'accueil ou si ça se faisait plutôt via des services externes comme par exemple le centre de santé mentale Ulysse. Donc au niveau de l'orientation, c'est plutôt vers l'externe pour plein de raisons, au niveau évidemment expertise, aussi approche pluridisciplinaire, aussi le fait de vouloir aussi ancrer les accompagnements là où ils sont pour que ce ne soit pas pour pas que les centres deviennent des villages dans le village, mais justement de pouvoir ancrer le plus possible dans la vie normale, dans la vie classique, avec bien sûr des intervenants et des interlocuteurs spécifiques en fonction des besoins. Tout le monde n'en a pas les mêmes, mais là, je voudrais vraiment aussi souligner que c'est une diversité de personnes avec des parcours différents, avec des compétences extrêmement riches et conséquentes. Et si on a pu mener ça, c'est parce que justement, les personnes avaient des compétences et ont été utiles, nous ont aidés, ont cousu des masques. Il y a plein de choses qui ont été faites par les compétences au niveau des gens. Et donc, au niveau psychologique, effectivement, on travaille plutôt en partenariat et en lien avec un certain nombre d'organisations ou de thérapeutes. Et puis, par ailleurs, je disais, il y a un centre spécifique. Donc, c'est ça que les chiffres au niveau des centres, il y en a un qui ne fait pas, qui n'a pas exactement les mêmes mandats que les autres. Donc voilà, il est mis par rapport autrement, par rapport à une approche thérapeutique, qui est le centre près de Liège, à Bierzet, le centre Carda, où là, effectivement, il y a une approche particulière par rapport à un besoin, plus tout ce qui concerne aussi l'ambulatoire et, je disais, l'accompagnement et des outils aussi au niveau des équipes, mais c'est essentiellement vers l'extérieur. Et ça c'est extrêmement important. Mais on sait que c'est vraiment, encore une fois, une diversité d'actions pour accompagner le mieux-être des personnes par ce lien particulier, mais aussi par les activités, par la culture. C'est plein de choses qui font qu'on veut accompagner au mieux les résidents. Merci Evelyne pour ce mot de la fin. C'est en effet notre optique à la Croix-Rouge de vraiment accompagner les résidents pendant cette longue attente qui peut parfois être très longue. Et voilà, donc pour le moment, on vient, une petite note positive aussi pour terminer. Je crois qu'on vient où on va achever la vaccination dans tous nos centres d'accueil aussi. C'est un point positif. On a proposé donc à tous ceux et toutes celles qui le souhaitaient parmi nos résidents de cette vaccination. Donc,
les opérations se sont terminées, ont duré toute une bonne semaine, je pense, et ça vient de se terminer. Donc, ça, c'était aussi un point positif pour nous, donc de proposer cette avancée dans la lutte contre la pandémie. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on y répondra encore en temps utile, n'hésitez pas et merci de nous avoir suivis. C'était des interventions très pertinentes. Merci à tous nos intervenants et à une prochaine fois pour un prochain webinaire de la Croix-Rouge. Bonne journée, au revoir. Merci. Merci, Merci, au revoir.